Cette vidéo vous est proposée par Les Stratèges, premier institut de préparation aux grandes écoles depuis 4 ans. L'équipe des Stratèges, composée de professeurs et d'étudiants à Sciences Po, a travaillé d'arrache-pied pour vous transmettre l'essentiel du programme de philosophie dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Mathis, un de nos coachs qui a eu 20 sur 20 en terminale en philosophie. Et mieux encore, si cette vidéo dépasse les 20 000 likes, les 1000 commentaires et les 1000 partages, je vous promets que nous répondrons à toutes vos questions dans l'espace commentaire. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, liker, commenter, partager et profiter de la vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier thème, l'art, que vous pouvez définir comme ça sur une copie de philo. L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait. Ainsi, l'art a deux grandes fonctions, la beauté et l'utilité. Une accroche que nous avons trouvée très intéressante avec Mathis et qui marche pour un très grand nombre de sujets, c'est une petite histoire, une histoire vraie, celle de Beeple. Il s'agit d'un créateur de site web américain qui un jour décide de démissionner pour vivre de son art. Il va alors se lancer un défi, il va dessiner tous les jours pour progresser et tous les jours il va garder une trace de ses progrès. Et 5000 jours plus tard, il va concentrer ses 5000 œuvres en un seul et même NFT qui se vendra en 2021 pour plus de 69 millions d'euros. On trouve que c'est une accroche intéressante puisqu'elle va parler de plusieurs thèmes liés à l'art. L'évolution de l'art puisque les NFT sont finalement de l'art numérique, mais aussi le travail, la technique qu'il peut y avoir derrière l'art, l'entraînement, le fait qu'il s'entraîne tous les jours, qu'il crée de l'art tous les jours. Et une dimension aussi intéressante, c'est le message qui est amené justement grâce à ce NFT, un message finalement je trouve d'entraînement et de motivation à créer de l'art. Et sinon, une accroche amorce que j'aime bien également mettre dans les copies pour le thème de l'art, ça s'oriente davantage vers l'esthétique, vers la beauté, et c'est une phrase du philosophe Emmanuel Kant qui est « Le beau est ce qui plaît universellement sans concept ». Autrement dit, il n'y a pas vraiment d'objectivité ou bien de subjectivité dans le beau selon Emmanuel Kant. Cela relève davantage d'une certaine sensibilité et on ne peut pas théoriser le beau. Ce serait très intéressant, je pense, sur un sujet justement qui parle de l'esthétique de l'art. L'art n'est-il que beau ou l'art et ses fonctions, ce genre de sujet. Ensuite, que vous choisissez la dissertation ou bien le commentaire, il vous faudra des références des philosophes. Et par exemple, si vous vous montrez l'importance de l'art comme dans des sujets tels que peut-on vivre sans art ou bien peut-on être heureux sans l'art, eh bien on va vous proposer deux citations qui sont très intéressantes à apprendre. Premièrement, une citation de Nietzsche. L'art est rien que l'art, c'est lui qui nous permet de vivre, qui nous stimule à vivre. Et une citation de Schopenhauer. L'art est un refuge face à la vie. Sachez que dans cette vidéo, on va vous donner pas mal de citations parce que c'est ça qui permet déjà de vous défendre en dissertation, que ce soit trouver une accroche ou même argumenter dans vos parties, mais en commentaire, ça vous sert aussi puisque ça vous aide à comprendre les points de vue des auteurs. Sachez que la majorité de nos citations sont assez courtes pour que justement vous puissiez les apprendre, réviser stratégiquement, c'est notre nom, les stratèges, mais si ça vous paraît compliqué, n'hésitez pas à les reformuler, c'est-à-dire que dans votre copie, vous pouvez mettre Arthur Schopenhauer a dit ça et mettre une citation, ou alors dire Arthur Schopenhauer a défendu l'idée que et reformuler la citation. Ainsi, si vous ne la connaissez pas par cœur, ce n'est pas grave. En revanche, si vous mettez les guillemets, si c'est une citation, là, il faut bien la connaître. C'est une petite astuce que j'ai très souvent utilisée et qui marche très bien puisque juste vous expliquer le point de vue de l'auteur par rapport à sa citation et comme ça on vous pardonne de ne pas être au mot exact. Maintenant passons au second thème, le bonheur, qu'on pourrait définir par un état durable de satisfaction complète que les penseurs de la Grèce antique comme Épicure appelaient ataraxie. Ataraxie signifiant absence de trouble. On l'oppose souvent au terme plaisir qui serait finalement un état temporaire de satisfaction incomplète. Les sujets qui tombent au bac de philo sur le thème du bonheur sont très souvent orientés sur les chemins à prendre pour arriver au bonheur parce que évidemment les philosophes ne sont pas tous d'accord. Et pour répondre à ce sujet, nous avons quelques citations bien choisies comme « Le bonheur c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà », citation de Saint Augustin. Plutôt que de voir les désirs comme des sources de tristesse, Saint Augustin propose d'y
voir la clé de notre accès au bonheur. Pour être heureux, il ne faut pas satisfaire tous ses désirs, ni arrêter de désirer, mais plutôt s'entraîner à désirer ce que l'on possède déjà. Et si cet effort peut paraître à première vue impossible, c'est en fait qu'il faut réinventer notre rapport au désir selon lui. Vous pouvez l'expliquer tel quel dans votre copie de philo. Vous pouvez également parler de 3 philosophies antiques qui plaisent énormément aux correcteurs en philosophie, le stoïcisme, l'épicurisme et l'hédonisme. On ne va pas détailler ces philosophies dans cette vidéo car on l'a déjà fait dans une petite vidéo sur le bonheur qui est disponible sur cette même chaîne YouTube. Et pour ces révisions rapides, je vous conseille de retenir et de noter ces 2 citations. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de nous, qui est la citation d'Épictète, le père du stoïcisme. Et à l'opposé de cette philosophie, il y a la philosophie de l'hédonisme, qui est défendue par Calliclès dans les dialogues de Platon, et qui affirme « Si on veut vivre comme il faut, on doit laisser aller ses propres passions, si grandes soient-elles, et ne pas les réprimer. » Maintenant, passons à la conscience et l'inconscient. Et si nous présentons ces 2 notions ensemble, c'est qu'en réalité, elles sont très liées. En effet, si au bac de philo, que ce soit en commentaire ou en dissertation, vous tombez sur l'inconscient, eh bien, il y a de grandes chances que vous deviez parler de conscience. Et à l'inverse, si vous tombez sur un sujet qui parle de conscience, eh bien, il y a de grandes chances que vous puissiez utiliser, recycler vos connaissances sur l'inconscient. Dès lors, il est déjà important de les définir. La conscience peut désigner un état, une connaissance, une intuition de sa propre existence et de celle du monde extérieur. Il s'agit donc d'une représentation mentale, claire de l'existence et de la réalité du monde qui nous entoure. Et finalement, l'inconscient, c'est en quelque sorte le contraire. L'inconscient signifie l'inaccessible, ce qui échappe à la conscience. Et pour ces 2 notions, 2 philosophes sont absolument incontournables. Pour la conscience, nous allons citer le fameux Descartes et son cogito ergo sum, autrement dit, je pense donc je suis. Ce philosophe, Descartes, est obsédé par la notion de vérité et pense qu'une connaissance fausse peut contaminer toutes les autres. Il pratique donc ce qu'il appelle le doute méthodique, et la seule chose dont il pense pouvoir être sûr, c'est de son existence même. Car il pense, il est conscient qu'il pense, donc il existe. Et pour ce qui est de l'inconscient, le père de la psychanalyse Sigmund Freud affirme que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. En effet, pour Freud, le moi est la conscience, mais c'est ce qui est la partie visible de l'iceberg. Et finalement, il y a 2 autres instances, le ça et le surmoi, qui sont la partie inconsciente, et qui ont bien plus de poids dans notre psyché, même si elles sont invisibles. Passons maintenant au thème de devoir que vous pouvez définir comme ça. Le devoir est une obligation plus ou moins explicite. Faire son devoir, c'est être tenu par un serment, des lois, des convenances ou encore une morale. On peut essentiellement distinguer 2 sortes de devoirs. Finalement, une sorte de devoir interne et une sorte de devoir externe. En effet, le devoir externe, ça va être imposé par une autorité. Ça peut être une autorité religieuse, militaire, étatique qui va nous dire « tu dois faire ça ». Alors que le devoir interne, eh bien finalement, c'est nous qui allons nous poser des limites ou des engagements. Un devoir que nous allons nous imposer à nous-mêmes parce que nous l'avons décidé. L'auteur incontournable sur cette notion, c'est bien évidemment Emmanuel Kant. Selon son impératif catégorique, il faut, je cite, agir uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Comme ça paraît un petit peu compliqué, mais en réalité, c'est très simple à comprendre. Ça signifie que quand on s'apprête à faire une action, on doit se demander, est-ce que cette action, j'aimerais qu'elle soit érigée en loi universelle? Est-ce que finalement, j'aimerais que tout le monde respecte cette action et j'aimerais que tout le monde le fasse? Par exemple, si je m'apprête à jeter un déchet par terre, alors Kant ne prenait pas cet exemple, il prenait l'exemple du mensonge, mais un exemple plus actuel, si je m'apprête à jeter quelque chose dans la nature, est-ce que j'aimerais que tout le monde le fasse? Bah, probablement non, donc je ne devrais pas le faire, puisque je n'aimerais pas que ce soit érigé en loi universelle. Ce qui est aussi très intéressant sur cette notion, c'est que l'impératif catégorique de Kant a été déformé comme nombreuses philosophies. Et il n'a pas été déformé par n'importe qui, puisque c'est le nazi Eichmann qui s'en est chargé. Pour vous remettre en contexte, ce nazi n'est ni plus ni moins celui qui a organisé la solution finale. Et lorsqu'il s'est défendu devant la justice, il a prétendu qu'il n'avait fait ni plus ni moins que son devoir. Den Befehl gehabt, ob sie nun getötet wurden oder nicht, musste durchgeführt werden. Ist auf dem administrativen Wege erledigt worden. Ich habe nur ein Teilchen. Soweit ich dafür zuständig war, habe ich selbstverständlich die Arbeiten erledigen müssen. Donc il avait
tout simplement obéi au philosophe Emmanuel Kant parce qu'on lui avait demandé de mettre en pratique la solution finale et il a tout simplement obéi. On peut donc apporter une critique puisque Kant ne donne jamais cette notion d'autorité. Il ne dit pas « agis comme tes supérieurs te l'ont demandé ». Kant, c'est plutôt un arbitraire. On doit nous-mêmes prendre la décision de ce qu'on voudrait pour le monde et en aucun cas se ranger derrière n'importe quelle autorité. Et dernière citation très intéressante sur un sujet assez probable comme a-t-on le devoir de désobéir ou encore a-t-on le devoir d'obéir? Sachez que certains philosophes comme Henri David Thoreau ou encore La Boétie ont défendu la désobéissance civile. Henri David Thoreau dira, je cite, « Il est de mon devoir en tout état de cause de m'assurer que je ne contribue pas au mal que je condamne. » Et La Boétie dira, je cite, « Les tyrans sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Et cela nous fait une transition parfaite pour parler de l'État. L'État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contrainte que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. À noter aussi que la notion d'État est intimement liée à celle du pouvoir. Par exemple, à Versailles, Louis XIV avait l'habitude de dire « l'État, c'est moi ». Et donc c'est une façon assez explicite d'affirmer son pouvoir. Et attention à une erreur qu'on voit très souvent dans les copies de nos élèves. Alors c'est pas une grosse erreur, mais les correcteurs en ont vraiment marre et donc ils vous valoriseront si vous ne faites pas l'erreur, c'est de ne pas oublier le E majuscule à l'État. En effet, l'État au sens politique ne s'écrit pas comme l'état de l'eau. Et donc n'oubliez pas pour cette notion que vous devez toujours mettre un grand E à État et ça vous fait gagner des points gratuitement. Et afin de gérer au bac de philo si vous tombez sur un thème comme l'État, on a quelques citations et explications pour vous. Commençons par Machiavel, l'auteur incontournable de ce thème, qui explique dans son œuvre Le Prince qu'on ne doit pas s'embarrasser de la morale pour gouverner. Le but est d'être, je cite, aimé et craint du peuple. Machiavel explique aussi dans son ouvrage que c'est bien d'avoir les deux, mais si on ne peut pas, eh bien il vaut mieux privilégier la crainte car elle est plus sûre et plus efficace. Une autre citation aussi très intéressante, peut-être en troisième partie, de Paul Valéry, je cite, « Si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. » En effet, tout État a besoin de forces politiques, juridiques pour pouvoir organiser la vie en société. Si l'État est trop faible et sans autorité, alors il sera incapable de garantir l'ordre public et la sécurité. Au contraire, si l'État devient trop fort avec une trop forte autorité, alors il va potentiellement écraser toute la société et les individus. C'est en tout cas le point de vue de Paul Valéry. Passons maintenant au thème de la justice. Un thème intéressant puisque nous admettons finalement deux sens au terme de justice. Un sens concret désignant une instance qui fait respecter les lois, les règles, les litiges, mais aussi une notion relative aux principes moraux. En effet, dans la vie courante, dans la vie du quotidien, quand on dit que quelque chose est injuste, ça ne veut pas forcément dire que cette chose tombe sous le coup de la loi. Parfois, c'est juste notre ressenti. Et Mathis, est-ce qu'il y a un philosophe particulier que tu trouves intéressant pour la justice? En effet, on peut parler de Hobbes, qui affirme, je cite, « L'homme est un loup pour l'homme ». Autrement dit, à l'état de nature, l'homme est naturellement mauvais. Dès lors, l'État doit essayer d'instaurer une justice dans cette société pour arrêter cette anarchie et finalement instaurer un État fort en insistant justement sur cette justice. Et une citation que je trouve aussi très stratégique sur le thème de la justice, c'est « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ». C'est une phrase de Blaise Pascal et là encore, je vois bien ce type de citation en troisième partie, peut-être pour apporter de la nuance à votre devoir. Alors ce n'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on dit « Ah, ça ira bien en accroche, ça ira bien en amorce, ça ira bien en développement, etc. » que vous êtes obligé de les mettre là. En effet, ça va dépendre de votre sujet et de la manière dont vous l'appréhendez. Mais j'aime bien ce type de citation en troisième partie puisque ça permet de faire une sorte de consensus, c'est-à-dire de mettre un petit peu tous les points de vue en accord et de proposer quelque chose de raisonnable au correcteur. Et enfin, une dernière citation, toujours d'Emmanuel Kant, qui permet, je trouve, de montrer sur une copie, de défendre l'argumentation comme quoi la justice est vraiment importante dans nos sociétés et en tant qu'être humain. C'est, je cite, « Si la justice disparaît, c'est chose sans valeur que les hommes vivent sur la terre ». Passons maintenant à la liberté. Elle désigne la possibilité de pouvoir agir sans contrainte, en autonomie et de manière indépendante. Comme le dit Rousseau, je cite, « La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à ne pas être soumis à celle d'autrui ». Et il y a une référence que j'utilisais quasiment à chaque fois dans mes copies de philosophie lorsque le thème tombait sur la liberté, c'était la fable de La Fontaine, du chien et du loup. Pour vous l'expliquer simplement,
Un jour, un loup rencontre un chien. Et ce loup va être particulièrement jaloux, car ce chien, il est gras, il est dodu, il a le poil soyeux, alors que le loup, lui, il a froid, il est assez maigre, il est affamé et couvert de blessures. Alors le loup commence la discussion avec le chien, et ce loup, au fur et à mesure, va commencer à être assez jaloux et surtout séduit par le mode de vie du chien. C'est un mode de vie assez confortable, où il est bien nourri, où il est au chaud. Et donc le loup va commencer à se dire que finalement ce serait pas plus mal qu'il se fasse adopter par les hommes. Mais au moment de partir, de se séparer du chien, le loup voit quelque chose d'étrange sur le cou du chien. Il voit un collier où en dessous il y a aussi la trace de ce collier et une certaine blessure. Et Jean de La Fontaine conclut sa fable en faisant parler le loup, je cite, « Je ne voudrais pas, même à ce prix, un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » Finalement, cette fable illustre parfaitement le dilemme entre la liberté et le confort. Ça marche pour les sujets du style « la liberté apporte-t-elle le bonheur ?» parce que finalement, le loup préfère sa liberté avec tous les inconvénients au confort, parce que le confort implique une certaine soumission, c'est la morale de la fable de La Fontaine. Ça pourrait aussi très bien aller sur un sujet du type « la liberté, est-ce faire ce que je veux ?» Parce que finalement, cette fable comporte aussi une dimension de choix, c'est-à-dire qu'on va choisir entre la liberté et le confort, et que pour chacun de ces choix, eh bien, il va y avoir des avantages et des inconvénients. Gardez en tête que dans les sujets sur la liberté, on va souvent vous titiller. C'est-à-dire que dans un premier temps, comme l'a dit Rousseau, la liberté consiste à faire sa volonté et à ne pas être soumise à celle des autres. Mais il y a des philosophes qui ont affirmé que même quand vous croyez libre, quand il n'y a pas d'autorité extérieure qui vous force à faire quelque chose, et bien parfois vous êtes déterminé et donc le libre arbitre n'existe pas, même quand il vous semble que vous êtes libre. C'est une théorie défendue par le fameux Spinoza. Il pointe du doigt la notion de libre arbitre. Je cite, « Sans elle, nous ne sommes pas libres, même lorsque nous sommes indépendants. » Et si ça vous intéresse d'avoir des leçons plus longues et plus profondes, parce que là, on essaye de résumer les points essentiels, mais si vous voulez vraiment viser la note maximale au bac de philo, on a fait une petite prépa, la prépa stratégie pour réussir son bac de philo. On l'a concocté pour vous avec nos professeurs et nos étudiants à Sciences Po, et le lien pour s'inscrire est en description de cette vidéo. Notion suivante, la science. Dans son sens philosophique, la science est un jugement qui porte sur le monde et établit des lois par une méthode rigoureuse. La loi de la gravité, par exemple, s'appuie sur des observations et calculs mathématiques. Et pour ce thème, j'ai une super accroche, amorce, qui peut également servir d'argument dans votre dissertation ou bien à apporter un petit peu de panache à votre commentaire. C'est une citation d'Albert Camus. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Je trouve que c'est une accroche amorce très intéressante parce qu'elle est très actuelle. Finalement, on fait de plus en plus de progrès techniques et technologiques et donc ces progrès vont finalement induire une certaine responsabilité, un certain danger et donc un certain défi que l'homme doit prendre en considération. Et je pense même que dans ce cadre, il ne faut pas hésiter à parler d'actualité, notamment en introduction, même dans le développement. On peut par exemple citer les projets assez fous, scientifiques, transhumanistes d'Elon Musk et son projet de Neuralink et de cette puce, et donc également aussi de Laurent Alexandre, qui est un fervent défenseur donc, de ce courant transhumaniste, et par exemple aussi, pourquoi pas citer Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Gardez aussi en tête, pour travailler stratégiquement, que le thème de la science est assez proche du thème de vérité et également du thème de la raison. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose, il y a des définitions à prendre, il y a des courants et même des auteurs à maîtriser, mais souvent, ce que vous apprenez pour la science, eh bien, vous pouvez le recycler pour la raison, pour la vérité et vice-versa. Donc c'est toujours intéressant de comprendre des points de vue d'auteurs, d'apprendre des citations et de pouvoir les réutiliser tout en changeant un petit peu le lien que vous allez faire avec le sujet. Maintenant, passons à la notion du temps. Il s'agit d'une notion qui abrite des événements qui se succèdent. Ce mouvement interrompu par lequel le présent devient le passé. Écrivez bien sur votre copie de philo pour définir le temps comme il le faut qu'il s'agit d'une quantité
mesurable et surtout, il faut parler de sa propriété cyclique. En effet, quand on parle de temps, on sait très bien que les heures vont succéder aux heures, les jours aux jours, les mois aux mois, les saisons aux saisons. Il peut aussi être intéressant d'aller explorer le rapport des civilisations au temps. Vous pouvez par exemple parler des Mayas. Il s'agit d'une civilisation ancienne, mystérieusement disparue, mais qui déjà, il y a plus de 4600 ans, élaborait des calendriers extrêmement précis. Et s'ils y parvenaient, c'est parce que les Mayas étaient de fins astrologues qui mesuraient précisément la position des astres. Ce qui prouve que la gestion du temps était une priorité humaine dès l'Antiquité. Il y a également une citation que j'aime beaucoup qui là encore une fois peut vous servir d'accroche amorce ou même plus loin dans votre développement, mais je trouve que pour introduire, pour lancer un hameçon au correcteur, c'est vraiment pas mal. C'est, je cite, « On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». C'est une citation d'Héraclite, philosophe grec, vous l'avez compris, et ce qu'il signifie par là, c'est que quand vous allez vous baigner dans un fleuve, eh bien si vous vous rebaignez dans ce même fleuve le lendemain ou quelques jours, eh bien ce ne sera pas la même eau parce que forcément le temps aura fait son effet. Donc finalement, de jour en jour, nous changeons d'environnement et le temps passe par là. Enfin, il y a une référence qu'on aime beaucoup sur le thème du temps, c'est la référence de l'Iliade. En effet, si là tout de suite, je vous donnais un choix, je vous dis, vous pouvez choisir entre rencontrer la femme et l'homme de votre vie, vraiment la personne parfaite, avoir des enfants, être heureux, passer une vie de bonheur, une vie agréable, ou, second choix, vous allez mourir très tôt. Vous n'allez jamais connaître ce bonheur, mais par contre, votre gloire va survivre pendant des milliers et des milliers d'années, car vos exploits vont être comptés pendant des millénaires. Qu'est-ce que vous choisissez? Une mort rapide, mais une gloire éternelle? Ou encore une vie longue et heureuse, mais que tout le monde vous oublie après votre mort. C'est exactement le dilemme qui est posé à Achille avant qu'il parte à la guerre de Troie. Et si nous parlons de lui depuis des millénaires, c'est qu'il a évidemment choisi la seconde option. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Achille a trouvé une sorte de moyen détourné de vaincre le temps. Et donc cette histoire peut être totalement intéressante dans un sujet tel que peut-on vaincre le temps. En effet, il faudra nuancer en disant qu'Achille, eh bien, n'est pas physiquement avec nous. Il n'a pas vaincu le temps au sens propre du terme. Son enveloppe charnelle n'a pas vaincu le temps. Mais on peut faire des liens avec des artistes. Ça peut être Picasso, Francesco de Goya ou n'importe quel artiste dont les œuvres finalement ont perduré dans le temps, ce qui leur a finalement permis de vaincre le temps en quelque sorte. Thème suivant, le langage. Cette notion peut être définie comme la faculté de communiquer et d'exprimer ses pensées par un système de signes, notamment mais pas uniquement grâce à la langue, qui est propre d'ailleurs à chaque groupe d'individus et aussi à la parole. Le langage est un outil d'abstraction puisqu'il peut désigner des choses absentes ou même imaginaires, notamment pendant nos rêves. Aussi, il est important dans vos copies de philosophie de bien distinguer le langage et la parole. La parole désigne bien le langage oral, à la différence du langage écrit par exemple. Une citation est intéressante pour aborder l'origine du langage chez les humains, notamment c'est Jean-Jacques Rousseau qui dit, je cite, « La parole étant la première institution sociale, ne doit sa forme qu'à des causes naturelles. » Évidemment, c'est par la parole, par le langage aussi écrit, que les êtres humains ont pu se réunir et s'organiser pour la première fois en cité, en société, en groupe d'individus. Et évidemment, le langage sert à s'exprimer, qui est une condition évidemment pour le lien social, pour tisser du lien, pour faire société entre animaux sociaux. Pour Henri Bergson, je cite, « La pensée demeure incommensurable avec le langage. » Effectivement, bien que le langage serve à exprimer ses pensées complexes, il demeure des choses impossibles à exprimer. Et pour Bergson, c'est l'ineffable. C'est cette incapacité parfois que nous avons, nous les humains, à exprimer des sentiments profonds, des états d'âme. Et donc nous n'arrivons pas à mettre des mots sur ce que nous ressentons. Et enfin, le langage a aussi une autre fonction, c'est celle d'agir sur autrui. Alors on peut, avec de simples mots par exemple, parfois manipuler autrui, obtenir des choses de lui, ou bien lui rendre un service, le flatter, le blesser, lui faire peur. Et donc c'est bien cette maîtrise de ce pouvoir du langage qui, durant l'Antiquité notamment, a fait la fortune des sophistes, c'est-à-dire des individus qui maîtrisent l'art oratoire pour manipuler et notamment convaincre. Et justement, ce qui va s'opposer aux sophistes, c'est finalement les arguments rationnels, la raison, ce qui nous fait une transition pour le prochain thème. Le terme raison vient du latin ratio qui signifie calcul. La raison peut se définir comme la capacité à formuler des jugements sur le bien et le mal, mais aussi de faire la différence
différence entre le vrai et du faux. On va souvent l'opposer à la foi qui, elle, repose sur des croyances. Et les philosophes grecs de l'Antiquité affirmaient que la raison était une faculté universelle de l'homme et finalement c'était une forme de façon de voir le monde. Et c'est parce que tout le monde était doté d'une raison, tous les humains, c'est ce qui fonde la dignité humaine pour le philosophe Emmanuel Kant. Et donc cette dignité humaine implique que tout le monde, que l'humain doit être respecté dans son ensemble. Et donc dans cette mesure, les humains ne doivent pas être considérés comme des moyens d'obtenir quelque chose, mais plutôt comme une fin en soi. Dans un sujet, imaginons comme la raison a-t-elle toujours raison, qui sera finalement très philosophique et très sournois, donc très probable au bac, je vous propose une citation de Blaise Pascal que vous devez connaître. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Blaise Pascal nous explique qu'il y a en nous deux facultés de connaissance, la raison mais aussi le cœur qui permet d'atteindre certaines vérités spécifiques. C'est pourquoi dans le domaine de la religion, Pascal affirme que c'est le cœur qui sent Dieu et non pas la raison, car les vérités de la religion sont connues avec le cœur. Ainsi, les limites de la raison ne sont pas les limites de la connaissance. La raison ne permet pas forcément de tout connaître. Il y a des connaissances que l'on possède et qui sont non rationnelles, mais qui ne sont pas pour autant fausses d'après Pascal. Dès lors, il faut bien comprendre que la raison ne peut avoir toujours raison. En effet, nous avons des croyances, des représentations qui limitent notre rationalité. Et cela nous fait une belle transition pour aborder le thème de la religion. Et la notion de religion peut d'abord être définie par son étymologie latine, qui vient du verbe latin religare, qui signifie lier, attacher. En effet, la religion est bien une réalité sociale. Elle a pour fonction d'abord de rallier toutes les individualités, de constituer un lien qui unit les membres d'une même communauté ou d'une collectivité fondée sur des croyances, des rites et une forme d'autorité suprême. Toutefois, cette notion de religion est souvent critiquée par les philosophes, notamment par Marx, qui fournit peut-être l'une des critiques les plus fortes, et qui dit que la religion est l'opium du peuple. La religion est pour Marx une forme d'idéologie et donc le reflet finalement déformé des conditions d'existence sociale des hommes et l'instrument de conservation des rapports de domination. Finalement, l'homme opprimé exprime dans la religion sa volonté d'un monde meilleur, mais il le projette au-delà, il le projette dans un imaginaire qui aura lieu après sa mort et donc s'interdit formellement de transformer réellement ses conditions matérielles d'existence. Et pour parler aussi de l'actualité de la religion, nous pouvons nous inspirer sur un sociologue qui est Max Weber, qui parle au début du XXe siècle d'une forme de désenchantement du monde, c'est-à-dire tout simplement le recul dans la religion de nos sociétés contemporaines, et cela est notamment dû à la victoire, au triomphe de la science, de la rationalité sur les croyances, sur la religion. Finalement, dans une troisième partie peut-être, cela est intéressant de citer Lamartine qui affirme que Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde. En effet, la religion prend bien origine dans un manque de sens de la vie humaine. Nous croyons parce qu'il y a un manque d'expliquer le monde. Nous ne comprenons pas tout à fait son sens. Et donc c'est une forme de refuge pour certains individus. Certains ont besoin de croire qu'il existe une transcendance créatrice ou bien protectrice. Passons maintenant à la vérité, qui désigne le plus souvent la conformité des paroles dites ou des récits entendus avec ce que nous savons ou croyons savoir. C'est donc la conformité avec une certaine réalité. Il existe deux grandes problématiques. La question de l'accès à la vérité et la seconde problématique va plutôt interroger sur la valeur de la vérité. Par exemple, le sujet qui pourrait tomber au bac pourrait être la recherche de la vérité a-t-elle un sens ? Et nous pouvons citer le fameux philosophe grec Platon qui décrit, avec l'allégorie de la caverne, la difficile découverte de la vérité. Platon décrit dans cette allégorie de la caverne des prisonniers enchaînés dans la caverne, ne voyant que des ombres qu'ils prennent pour des réalités et qui symbolisent leur illusion. Même si l'on suppose qu'on libère l'un de ces prisonniers de ses chaînes, la quête de la vérité s'avère pénible, remplie d'obstacles, mais possible dans le monde des idées. Dès lors, il faut une certaine pédagogie pour atteindre cette vérité qui est une forme de pédagogie philosophique. Et donc, pour Platon, il existe bien une vérité objective qu'il est possible de saisir. C'est important ça que pour Platon il existe une vérité objective parce que justement il y a un débat, est-ce que vraiment la vérité existe et si elle existe finalement est-ce qu'elle est factuelle, et ça ce sont justement des débats que vous pouvez poser dans une dissertation en philosophie. D'ailleurs certains philosophes pensent qu'il est impossible d'accéder à la vérité et donc ils s'opposent d'une certaine manière à Platon. On appelle ces philosophes les sceptiques.
et la fondation du scepticisme est attribuée au grec, encore une fois, Pyrrhon, qui a fondé l'école des sceptiques. Le sceptique prétend bien que l'on ne peut accéder à la vérité, et donc finalement, que fait le sceptique? Eh bien, il ne dit rien, il ne tranche rien, on dit qu'il suspend son jugement. Et enfin, il est possible de trancher ce débat entre Platon et les sceptiques par la fameuse citation du philosophe grec Socrate, je cite, « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Finalement, il faut d'abord prendre conscience de la difficulté de la quête de la vérité pour essayer de l'approcher. C'est-à-dire que la vérité est plutôt cachée, elle ne se donne pas directement, il faut aller la chercher, elle apparaît progressivement. Et donc la vérité n'est pas innée, elle est acquise. Maintenant, passons au thème suivant, la nature. Et on oppose communément nature et culture. Alors, pour les définir simplement, la nature est ce qui est déjà là et qui n'a pas fait l'objet d'une transformation par l'homme. Au contraire, la culture se définit plutôt comme une transformation de la nature par l'homme, ou encore ce qui n'était pas là a priori. D'abord, l'homme, on le sait, est contraint de transformer la nature extérieure s'il veut vivre. Et dans son dialogue Protagoras, prenant l'exemple du mythe de Prométhée, Platon explique que l'homme, à la différence de tous les autres animaux, est un être qui, à la naissance, ne porte pas sur lui toutes les caractéristiques et propriétés qui lui permettront de s'adapter à la nature rapidement. Donc l'homme, à l'état naturel, est donc le plus faible de tous les animaux. Toutefois, on le sait, l'homme aujourd'hui s'est tellement emparé de la nature extérieure que cela pose même la question de l'homme comme espèce véritablement naturelle, puisque l'homme est destructeur de sa propre nature. Le philosophe Hans Jonas parle de principe de responsabilité. Il faut que l'homme ait un devoir vis-à-vis de la nature, un devoir de respect, de préservation. Et Jonas pense qu'il ne faut pas vouloir transformer la nature à tout prix, car la nature comporte finalement une certaine valeur, voire même une valeur sacrée. Aussi, dans vos copies, par exemple dans la troisième partie, il est toujours intéressant de ne pas non plus totalement opposer la nature et la culture. En effet, le philosophe Pascal parlait de la culture comme, je cite, seconde nature. La culture peut donc être interprétée comme finalement le prolongement de la nature. La nature et la culture se complètent. Et finalement, l'homme sans culture n'existe pas vraiment. Finalement, la culture permet de mieux comprendre notre propre nature, de vivre avec et de survivre. Et enfin, dernier thème, finalement nous avons regroupé le travail et la technique puisque ces thèmes sont très liés. Et ce qui est intéressant, c'est que le fameux mythe de Prométhée, vous pouvez le réutiliser pour la technique. Parce que finalement, comme l'a expliqué Mathis, l'être humain, eh bien, nous n'avons pas de dents pointues, de griffes acérées, nous nageons pas très vite comme des requins, nous ne pouvons pas voler comme des aigles. Donc finalement, nous sommes un peu à la merci des prédateurs. Et ce qui va faire notre force, ce qui va amener les êtres humains à dominer le monde, eh bien c'est notre capacité à inventer via la technique. Et donc finalement, la technique et le travail nous ont permis non seulement de survivre, mais aussi, dans une autre mesure, de prendre le contrôle de la planète, d'être l'espèce au sommet de la chaîne alimentaire. Et donc c'est une sorte de recyclage de connaissances qui peut être intéressante pour le bac de philo. Et donc pour ce dernier thème, du travail et de la technique, il faut bien les définir. Le travail, on peut le définir comme une activité de transformation de la nature à des fins utiles. De plus, est qualifié de technique tout procédé mis en œuvre pour obtenir un résultat déterminé. Donc déjà, rien que par cette définition, nous pouvons voir un lien intéressant entre ces deux notions. Toutefois, il faut aussi voir les limites dans la notion même de travail. Par exemple, le philosophe Marx voyait dans le travail un moyen d'aliéner les hommes, ou en tout cas, plus précisément, le travail capitalistique. En effet, ce travail capitalistique de Marx est aliénant par la répétition, et surtout, puisque ce sont les bourgeois qui maîtrisent, qui ont les moyens de production et qui oppriment les ouvriers. Et finalement, lorsque le travail est réalisé dans de bonnes conditions qui respectent la dignité humaine, le philosophe Hegel affirmait, je cite, « C'est par la médiation du travail que la conscience vient à soi-même. » Autrement dit, le travail permet de construire, de réaliser, d'inventer et aussi de se réaliser soi-même. Le travail a aussi une fonction sociale importante pour faire société, pour créer du lien et tisser des liens essentiels. Et finalement, c'est le philosophe René Descartes qui fait très bien le lien entre le travail et la technique. Selon lui, les hommes deviennent, grâce à la technique, je cite, comme maîtres et possesseurs de la nature. Dès lors, la technique décuple ses capacités
et permet même avec la machine de travailler à sa place. Ainsi, l'homme, grâce à la technique, permet de mieux travailler, d'être plus productif et même de dominer complètement la nature comme aujourd'hui. Et justement, la technique peut même entraîner une certaine aliénation de l'homme au service de la machine, comme on l'a vu avec Marx, mais aussi des dégâts irréparables sur la nature, c'est-à-dire sur notre environnement. Donc pour conclure, le travail, il est parfois aliénant, il est parfois bénéfique, et avec le développement des nouvelles technologies, de la nouvelle technique, c'est aujourd'hui la question qu'on se pose à l'homme contemporain. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de revoir des notions clés, et si vous voulez qu'on réponde à toutes vos questions en commentaire, et croyez-moi, on sera ravis de le faire, eh bien on veut atteindre 20 000 likes, 1000 partages et 1000 commentaires. Je suis sûre qu'on peut y arriver avant le bac. Et si vous voulez aller plus loin, regarder nos longues vidéos détaillées, avoir nos fiches de révision, faire des petits bacs avec nous, eh bien le lien de notre prépa est en description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment du courage dans vos révisions et bonne chance pour votre bac de philo.